Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la bataille de Fornoux durant la première guerre d'Italie. Après avoir fait la conquête du royaume de Naples, Charles VIII prend le chemin du retour vers la France. Mais le pape, l'empereur et la République de Venise se liguent pour lui barrer la route le 6 juillet 1495 à Fornoux. Vous voulez en savoir plus sur la bataille de Fornoux? Venez avec moi. À la fin du XVe siècle, fragmentée en de nombreuses entités politiques distinctes, l'Italie apparaît comme un ensemble riche et densément peuplé. Les capitaux et les marchands de différents États italiens dominent l'Europe au plan économique, tandis que les réalisations intellectuelles et artistiques des maîtres italiens fascinent toutes les cours. Dans la péninsule, seul le royaume de Naples, le duché de Milan, les républiques de Venise et de Florence et les États pontificaux représentent une certaine importance. Perpétuellement en conflit les uns avec les autres, les princes des riches États italiens n'hésitent pas à faire appel à des mercenaires étrangers, commandés par des comtes tiers, voire ponctuellement à des puissances étrangères pour remporter la victoire, qu'elles n'arrivent jamais à atteindre complètement. Dans ce contexte, le testament du roi de Naples, René d'Anjou, en 1480, qui sans héritier lègue à la France ses possessions. Ce n'est qu'en 1492 que le roi de France, Charles VIII, héritier direct de la maison d'Anjou, décide de faire valoir ses droits sur Naples et prépare une expédition militaire. Il est alors amené à accorder à ses voisins d'importantes concessions pour s'assurer de leur neutralité. Ainsi, Henri VII, roi d'Angleterre, reçoit une importante somme d'argent. Maximilien d'Autriche récupère l'Artois, la Franche-Comté et le Charolais, pris une quinzaine d'années plus tôt par Louis XI. Enfin, Ferdinand II d'Aragon retrouve le Roussillon et la Sardaigne, abandonnés un temps par son père au royaume de France. À la tête d'une puissante armée, Charles VIII descend en Italie en septembre 1494 et conquiert sans difficulté le royaume de Naples en février 1495, où il se fait couronner roi. Charles VIII était entré dans Naples le 22 février 1495, mémorialiste, diplomate et ancien fidèle conseiller du feu roi Louis XI. Père de Charles VIII, Philippe de Comines avait été envoyé par le monarque français en ambassade à Venise. De là, il informe le roi de la Ligue rassemblée le 31 mars 1495 autour du pape contre la France. Par des articles secrets de ce traité, Ferdinand d'Aragon, roi de Castille et d'Aragon, s'engage à attaquer la France du côté du Roussillon et à envoyer une armée dans le royaume de Naples. Le duc de Milan, Ludovic Sforza, a empêché l'arrivée de nouvelles troupes françaises depuis son duché. La République de Venise a défendu le passage des Apennins qui mènent à Florence et Rome et a attaqué les établissements français. Dans le même temps, le roi des Romains, Maximilien d'Autriche, devait pénétrer en France par la Champagne et le roi d'Angleterre, Henri VII, débarquer à Calais et envahir la Picardie. Philippe de Comines avait averti le duc d'Orléans de veiller à la défense d'Asti et écrit au duc de Bourbon de lui envoyer des secours. Il a également pressé Charles VIII de ramener son armée en France avant que les bataillons de la Ligue levés dans le Saint-Empire arrivent en Lombardie. Le roi de France se décide à suivre ce conseil, mais en revenant en France, il veut conserver sa conquête et laisse à Naples une partie de ses forces. Le reste de l'armée se mettant en marche le 20 mai 1495. Charles VIII trouve à son passage à Sienne le 13 juin Philippe de Comines, arrivé de Venise, et qui le presse de hâter sa marche. Le roi commet une faute de diminuer encore son armée en laissant des garnisons à Sienne, à Pise et à Sarane, et dans d'autres villes, ainsi qu'en envoyant un fort détachement faire contre Gênes une tentative qui n'eut aucun succès. Le passage des Apennins s'effectue cependant sans obstacle, et l'armée, avec son artillerie, descend au commencement de juillet par le Val de Taro dans les plaines de la Lombardie. Gonzague, le marquis de Mantoue, général en chef de l'armée vénitienne, a établi son camp sur la rive droite du Taro, à une lieue de Fornoux, occupée par l'avant-garde française. Les Italiens sont étonnés de voir les Français si peu nombreux. Cependant, les Français s'avançaient pleins d'audace et de fierté. Il leur fallait traverser le torrent du Taro, grossi par les pluies abondantes d'un violent orage, et ce passage devait être effectué en présence de l'ennemi. L'opération commence dès la pointe du jour, le lundi 6 juillet, par la plus grande partie de l'artillerie. Elle ne fut troublée que par quelques escarmouches, faute essentielle, commis encore par le marquis de Mantoue. L'avant-garde, sous les ordres du maréchal de Guiers, était composée de 400 lances, de quelques Suisses, de 300 archers à pied, de quelques arbalétriers à cheval de la garde du roi et de la plus grande partie de l'infanterie. Le roi, armé de toutes pièces, marchait avec le corps de bataille commandé par Louis II de la Trémoille.
L'arrière-garde, suivi du bagage, était confié au comte de Foix, père du célèbre Gaston de Foix. Suivant l'usage de ce temps, ces trois corps marchaient à de très grandes distances l'un de l'autre. L'armée française, ne pouvant se déployer dans la plaine trop étroite, descend le long de la rive gauche du Tarot. Lorsque son avant-garde fut arrivée à la hauteur du camp des Italiens, elle fut attaquée par les troupes du duc de Milan, qui fondirent rapidement sur elle, pendant que le marquis de Mantoue, après avoir pourvu à la sûreté de son camp, passait plus haut le torrent pour tourner l'arrière-garde, sur lequel il vint tomber avec 600 hommes d'armes, 5000 fantassins et un gros corps de chevaux légers. Charles VIII, ayant vu le mouvement du marquis de Mantoue, fait marcher sur le champ son corps de bataille au secours de l'arrière-garde, et il se précipite lui-même avec tant de diligence à la tête d'une compagnie d'hommes d'armes que dès le commencement de l'action, il se trouva au premier rang. La mêlée s'engage bientôt et les combats se soutint de part et d'autre avec une égale ardeur. La terre fut en un instant jonchée d'hommes et de chevaux. L'acharnement fut porté à son comble, et les Italiens, encouragés par leur grand nombre et surtout par l'exemple du marquis de Mantoue, qui était présent partout, lorsque le corps de bataille vint mettre fin au danger que le roi courait personnellement, et lui rendit espérance. Pendant ce nouveau choc, les chevaux légers pillaient les bagages au lieu de participer au combat. À la vue de leurs compagnons chargés de butin, tous les chevaux légers italiens destinés à pénétrer dans la ligne française par les ouvertures que le choc des lances y avait faites, courent au pillage et entraînèrent avec eux l'infanterie et la grosse cavalerie qui veulent tous avoir leur part de richesse. Les Italiens, affaiblis et vainement soutenus par l'intrépidité de leur général, se trouvent acculés contre le torrent, contraints de repasser en désordre et de rejoindre le corps d'Antonio de Montefeltro, qui n'avait fait aucun mouvement pendant la bataille. Pendant que l'avantage se décide en faveur des Français à l'arrière-garde et au centre, le succès de l'avant-garde avait été encore plus rapide. Elle avait répondu à la première attaque des Milanais par une charge si impétueuse qu'ils avaient regagné à la hâte le gros de leur armée. Le maréchal de Guiers aurait pu les poursuivre, mais en voyant sur l'autre rive un corps de gendarmes en bataille, il avait jugé plus prudent de ne pas disperser son armée. Ce combat fut néanmoins l'un des plus meurtriers qu'on ait vu depuis longtemps en Italie. Trivulz, le comte de Vendôme et Louis de la Trémoille avaient particulièrement contribué au gain de cette bataille, dans laquelle venait se distinguer à l'âge de 20 ans Pierre du Terrail, cet immortel Bayard, auquel sa bravoure et ses talents méritèrent par la suite le titre de chevalier sans peur et sans reproche. À la nuit, l'armée italienne rentra dans son camp. L'armée française campe à un quart de lieue du champ de bataille. Charles VIII passa la journée du 7 juillet à proximité de Fornoux. La bataille de Fornoux permit donc à l'armée française de poursuivre sa retraite pour rejoindre Asti. Un petit groupe protégeant le roi y arrive le 15 juillet, dépourvu de vivres et de munitions après avoir parcouru 200 kilomètres en 7 jours. Après avoir pris du repos, l'armée rejoint Grenoble le 27 octobre. Comme on l'a vu, la victoire de Charles VIII a sauvé l'essentiel. Pour le Doge de Venise, la bataille marque le triomphe de ses condottières. Francisco Gonzague a redoré son lignage. Le pape Alexandre VI Borgia célèbre la victoire en ordonnant la réalisation d'une fresque de la bataille dans les galeries des cartes du Vatican. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.